Voilà, donc si vous êtes d'accord, vous tenez le coup encore. On va aborder le cycle menstruel à 3 temps. Le verbe, dans le fond, il a 3 temps. Est-ce que je me trompe si je vous dis qu'on vous enseignait qu'il y avait 2 temps dans le cycle? On vous enseignait qu'il y avait 2 temps, n'est-ce pas? Il faut toujours un demi-siècle pour que ce qui a été montré passe à l'enseignement. C'est terrible, c'est souvent comme ça. C'est pas la seule chose, c'est normal. Il y a toujours un grand temps entre le moment où des découvertes sont faites et publiées et le moment où on l'enseigne aux étudiants. Et pourtant, c'est riche de savoir qu'il a 3 temps. Et le petit dessin là que j'ai utilisé, c'est le dessin qu'avait mis pour sa thèse une étudiante de Lyon qui a fait sa thèse Le cycle menstruel à 3 temps, je crois que ça s'appelait, qui a été publié à Lyon là, il y a quelques années, Barbara Muller. Voilà. Donc en fait, dans le cycle menstruel, il y a 3 temps, et c'est utile de le savoir pour comprendre la gynécologie médicale, si vous voulez, l'abord. C'est utile. C'est pas juste pour la beauté. Donc, je vous ai mis donc la deuxième page, enfin la première image. A-t-il 2 temps? Déjà, avant de dire qu'il y a 3 temps, est-ce qu'il y a 2 temps? C'est-à-dire, est-ce que finalement, on a une phase pré-ovulatoire, une phase post-ovulatoire? C'est ce qu'on nous dit. Ce qui est vrai, qu'il y a une phase pré-ovulatoire, une phase post-ovulatoire. Mais c'est comme si on disait que dans l'année, il n'y a que 2 saisons, avant l'été et l'été. On se priverait de la nuance entre le printemps, l'hiver et le printemps, ce qui est quand même pas pareil. Donc la première période en comporte 2. Ça va? Donc le cycle a 2 temps, si vous voulez, mais à ce moment-là, il faut diviser la première en 2. Donc on dit que le cycle a 3 temps. C'est comme la valse, c'est 3 temps. Donc il y a l'hiver du cycle qu'on appelle la latence. La latence, quelque part on attend. Le printemps du cycle qu'on appelle la période fertile. Et l'été du cycle qu'on appelle la période post-ovulatoire. En effet, c'est un petit peu comme les saisons, c'est-à-dire que la latence, la femme n'est pas encore fertile, le couple n'est pas encore fertile. On a l'impression que rien ne se passe. Si on fait une échographie, on a l'impression que les ovaires sont un peu au repos, alors qu'en fait, tout se prépare. C'est comme si maintenant, vous regardez la nature de là, on dit les arbres, il n'y a pas de feuilles. Mais si vous approchez, vous voyez, vous touchez, les bourgeons sont en train de gonfler. En ce moment, les bourgeons gonflent. Les feuilles ne sont pas là, mais les bourgeons gonflent. Et c'est pareil dans un ovaire, c'est-à-dire que pendant l'hiver du cycle, la période de latence, on peut dire qu'apparemment rien ne se passe, mais si vous avez un meilleur échographe, vous voyez qu'en fait, les follicules se préparent. Simplement, ils sont encore petits. Ils font encore, moins de 10 mm. C'est bien que si vous avez un échographe un peu simple, vous ne les voyez pas, ou vous ne les devinez pas, vous voyez que c'est un peu inhomogène, mais pas plus. Et en fait, c'est la période de sélection du follicule qui ira à l'ovulation. Donc l'hiver du cycle, c'est une période de sélection du follicule qui ira à ovulation. Sous-entendu, il y a plusieurs candidats, et 1, ou au maximum 2, exceptionnellement 3, iront à l'ovulation. Et donc, en pratique, c'est un temps de sélection du follicule. Les follicules, à ce stade-là, si vous voulez, vous connaissez le follicule? Vous savez que donc la thèque interne, c'est la coque, sécrète des androgènes. Les androgènes sont passés à la granulosa, donc en somme la coque sécrète, les androgènes sont passés à la granulosa, qui les aromatise et les transforme en estrogènes. Et pendant l'hiver du cycle, eh bien, ils ne sortent pas. Les estrogènes restent là. On en a besoin, sur place. Ils ne sortent pas. Ils ne vont pas inonder le corps. Tandis que la période fertile, c'est quand les estrogènes
ne restent pas dedans, mais sortent du follicule et passent dans le flot sanguin et inondent le corps. Donc la période fertile commence quand le printemps du cycle, donc en somme, quand les estrogènes ne restent plus en intrafolliculaire, mais sortent dans le corps et inondent le corps et donc font leur boulot. Donc on devient fertile quand les estrogènes se mettent à sortir des follicules et donc vont au col, à l'utérus, au cerveau et dans tout le corps, les seins, tout le corps est inondé. Il n'y a pas besoin de quantité majeure. Les cellules du corps féminin savent recevoir le bénéfice des estrogènes à toute petite dose. Donc, parce que finalement, cette glande elle est encore petite, elle va faire 10-12 mm, et elle commence déjà à avoir un impact dans le corps entier. C'est impressionnant. Et donc, c'est le printemps, donc, c'est-à-dire au niveau du col, le bouchon muqueux se fluidifie. Et donc, si le couple s'unit, eh bien, les spermatozoïdes pourront rentrer et attendre la suite des événements. L'endomètre, l'utérus, l'endomètre se développe. Et donc se prépare, c'est la première partie de la préparation de l'endomètre pour ce cycle. La poitrine bénéficie aussi donc des estrogènes, mais aussi le corps entier, c'est-à-dire toute la personne est baignée, orientée par ces estrogènes. De la même manière que l'homme est orienté dans sa vie professionnelle ou sa vie d'études ou sa vie relationnelle par sa testostérone, la femme est orientée par ses estrogènes. Et donc, ça c'est tout ce qui caractérise le printemps du cycle, c'est-à-dire que la femme du coup va accueillir les spermatozoïdes de l'homme et préparer son ovule, si bien qu'à la fin du printemps, à la fin de la période fertile, elle va émettre l'ovule et les spermatos qui auront été accueillis peuvent aller à la rencontre de l'ovule et donc donner conception à un petit enfant à la fin de la période fertile. En effet, l'ovulation a lieu le dernier jour de la période fertile. Et l'ovule n'est fécondable que 12 à 18 heures. Et donc c'est parce que le couple s'est uni avant que les spermatozoïdes ont été accueillis grâce à la fluidité de la glaire que l'enfant peut être conçu. Si bien que c'est rigolo parce qu'on peut très bien s'unir aujourd'hui, mercredi, et que l'ovulation n'ait lieu que mardi, et le petit bébé sera conçu mardi, par une union aujourd'hui. Parce que les spermatos sont logés, nourris, blanchis, dans les cryptes du col. Le col, c'est un immeuble, ou c'est un logement de fonction pour les spermatos. Donc, quand le couple s'unit, les spermatozoïdes quittent le sperme, qui reste dans le vagin, qui s'écoule le lendemain ou la nuit, et ils passent dans le mucus. Et de là, beaucoup vont dans les cryptes. Et là, ils sont logés, tranquillos. Ils attendent tranquille l'ordre de quitter les cryptes et d'aller vers l'ovule. En effet, juste avant l'ovulation, en haut du col, à l'isthme, vous savez, l'isthme, c'est la jonction, eh bien, au niveau de l'isthme, il y a sécrétion d'enzymes, les enzymes P, qui fluidifient complètement le mucus et qui ouvrent, si j'ose dire, les portes des cryptes. C'est que les enzymes P fluidifient complètement la colonne de mucus, ce qui fait que les spermatozoïdes sortent des cryptes et vont dans l'utérus. Là, dans l'utérus, ils n'ont pas besoin de faire d'efforts. Les ondulations de l'endomètre les conduisent du bon côté. C'est-à-dire que 7 spermatos sur 10 en moyenne vont carrément être amenés du bon côté, la bonne trompe, du bon côté, et donc du coup arriver dans la trompe, où là il y a même un fluide de liquide qui les conduit vers le tiers externe de la trompe,
où se fera la rencontre avec l'ovule. C'est quand même assez magique. Hein. On a beau dire, mais c'est pas mal foutu. Hein. Et donc, comment est-ce qu'on sait ça? Eh bien, on sait ça parce que si on met des granules de colorant à la partie haute du col, ou maintenant c'est plus des colorants, maintenant c'est des particules repérables en résonance magnétique nucléaire ou autre imagerie, on les retrouve du bon côté de plus en plus, une proportion de plus en plus grande à mesure qu'on approche de l'ovulation. Les spermatozoïdes, donc en somme, quand le couple s'unit, une bonne partie des spermatos vont dans les cryptes, une autre partie va tout droit, et on ne sait pas tout, mais au début des trompes, il y a un lieu d'attente des spermatos, et les spermatos sont nourris. On voit des dendrites, des excroissances des cellules du début des trompes qui viennent nourrir les spermatos. Un peu comme quand un avion reçoit un avion militaire ou qui reçoit du kérosène sans se poser par un autre avion. Le spermato est carrément nourri au début des trompes. Ce qui fait que finalement il y a deux solutions pour les spermatos. Soit ils vont tout droit et certains s'arrêtent au début de trompe et sont maintenus en vie en attente de l'ovulation. Les autres vont dans les cryptes et quand on approche de l'ovulation, ils sont appelés à monter et accompagnés jusqu'à l'approche de l'ovule. Et là, ils se mettent au boulot. On ne sait pas pourquoi, mais il faut qu'ils soient plusieurs pour que l'un d'eux traverse la membrane pellucide, toute la corona radiata, tout le paquet de cellules qui nourrissent l'ovule. L'ovule, c'est comme une reine, c'est-à-dire qu'il y a plein de cellules qui bossent pour l'ovule. L'ovule n'est pas obligé de faire son marché. Hein. Il y a plein de cellules, toute une multitude de cellules qui bossent pour apporter les aliments, etc., dans l'ovule pour préparer. Donc, il n'y a qu'un ovule par cycle, hein, au maximum 2 ou exceptionnellement 3. Des spermatos, il y en a des millions et des millions, mais l'ovule, il n'y en a qu'un. C'est vraiment convoi exceptionnel. Donc, c'est les préparatifs extraordinaires. Donc, vous voyez, dans le cycle, on a bien 3 temps. L'hiver du cycle où tout se passe comme si ça dormait, mais ce n'est pas vrai. Il y a sélection du follicule qui sera apte à aller à l'ovulation. Le deuxième temps, c'est la période fertile avec 2 composantes, accueil des spermatos, préparation de l'ovule. Et le troisième temps, c'est l'été du cycle. C'est on allume la couveuse et on fait tout pour que s'il y avait un petit trésor, il puisse s'installer dans l'utérus, hein, donc environ 6 jours après l'ovulation. Et puis on remet toutes les affaires à zéro pour qu'à la fin du cycle, les récepteurs aux estrogènes et progestérone soient remis à zéro pour redémarrer tout neuf le cycle d'après. Et les follicules qui étaient là et qui n'ont pas été choisis sont tous atrésiés. Ainsi fait que, vous voyez, il y a une sorte de remise à zéro. Les follicules qui arrivaient, qui étaient presque prêts pour ovuler, il y en avait, ça dépend de l'âge, hein, mais à votre âge, quand vous êtes vachement jeune, vous avez encore 12, peut-être 15 follicules qui peuvent ovuler, alors qu'à 40 ans, on n'a plus que 2 ou 3 follicules qui peuvent ovuler. Bon, bah, tous ces follicules qui étaient candidats, si j'ose dire, hein, qui avaient passé toutes les autres sélections, vu que ce n'est pas eux qui ont été retenus, il est bon qu'ils disparaissent. Donc, ils sont atrésiés activement par le corps jaune. Vous voyez, ce double action du corps jaune. Le corps jaune fait son job, permettre la grossesse, et remet tout à zéro, physiologiquement. Remet tout à zéro. Et donc, vous voyez, quand on dit progestérone, c'est pour la grossesse. Effectivement, la progestérone, sécrétée par le corps jaune, c'est pour permettre le développement. Mais ce n'est pas complètement juste, parce que la progestérone, elle n'est pas que pour la grossesse, elle est aussi pour l'équilibre féminin. C'est-à-dire qu'elle remet le corps au point de départ pour redémarrer un nouveau cycle. Ça se connaît notamment au niveau de la poitrine, c'est que, de manière un peu remarquable, parce qu'on a dit que les estrogènes faisaient développer la poitrine d'une manière, et bien la progestérone va remettre la poitrine à son point de départ du cycle.
Si bien qu'une personne qui n'a pas ce bon rythme va voir se développer éventuellement de la mastose parce qu'il n'y a pas remise à zéro de son tissu mammaire. Vous voyez, le tissu mammaire, comme tout tissu du corps de la femme, a besoin d'être remis à zéro. Et de la même manière que dans l'année, nous, ça a du sens d'être en hiver, on se calme un peu, on s'apaise un peu, on doit faire du ski. Au printemps, ça y est, on reprend envie de vivre, etc. L'été, relax, au bord de la piscine. Et l'automne revient. Sous-entendu, notre vie est modulée par les saisons. La vie de la femme est modulée par les saisons. Et à titre personnel, je pense que même la vie du couple, moi je suis un vieil homme, hein, on a 40 ans de mariage, à mon avis, la vie du couple, si on est délicat, peut être modulée par les saisons féminines. C'est que, de même que l'homme est stable pour le couple, la femme a des saisons pour le couple. Et donc, tout ça, ça a du sens et on a besoin de le redécouvrir. Comme on a découvert l'écologie, il y a une écologie humaine à redécouvrir pour vraiment bénéficier de cette richesse. Donc on a bien 3 saisons dans le cycle plutôt que 2. C'est ce que je voulais montrer. Donc si vous voulez, la page 2, si j'ose dire, c'était l'endomètre surtout, et l'ovaire. Vous voyez l'ovaire avec le follicule qui se développe, l'ovule qui est émis et le corps jaune. Tandis que quand on a 3 temps, j'ai mis comme image plutôt le col fermé par un bouchon muqueux pendant l'hiver, ouvert avec du mucus qui coule pendant la période de printemps, le col qui est un peu moins fermé et qui coulotte un tout petit peu pendant l'été du cycle, et ensuite, quand il y a atrésie du corps jaune, eh bien, ce sont les règles. Les règles correspondent à l'atrésie du corps jaune. L'atrésie du corps jaune se fait sur quelques jours, ce qui fait que des personnes sont un peu gênées pendant 3-4 jours à la fin du cycle. Elles sentent que les règles vont venir et elles le sentent et ça peut être soit simplement un ressenti, soit carrément des symptômes dont elles viennent se plaindre parce qu'elles se piquent une carrée de dépression. Ça peut être donc des symptômes de type j'ai mal à la poitrine, j'ai mal aux jambes, des choses comme ça. Bon, là il faut accompagner, chercher comment renforcer le corps jaune. Soit c'est des douleurs, des règles très douloureuses, donc là on va peut-être commencer par des antiprostaglandines, comme c'est les prostaglandines. Les antiprostaglandines, si les prostaglandines font bien, bah, super génial. Si ça ne fait pas, on va renforcer le corps jaune, donc c'est plutôt de la progestérone ou des choses pour renforcer le corps jaune. Et donc en fait, il faut être délicat parce que ce sont des infections de longue durée. Ce n'est pas comme une grippe. Une personne qui se plaint, de douleur, il ne faut pas la soigner comme on soigne une grippe. On soigne une grippe, on se plante. Bah bon, c'est pas grave, la grippe c'est 8 jours quoi. Mais on se plante parce qu'on est indélicat, on ne va pas assez dans la finesse pour des douleurs de cycle. Mais la femme, ça va être pendant des années qu'elle va avoir ça. Donc ça vaut la peine d'investir pour vraiment trouver avec délicatesse ce qui va le mieux rendre service à cette personne. Et ça, je crois que la jeune génération, là, il faut mettre le paquet. Il faut que la médecine gynécologique soit délicate. Il ne faut pas traiter ça comme... je ne sais pas si je suis me faire comprendre. C'est des choses très délicates. Donc ça se traite avec délicatesse. Hein, on n'est pas pressé. Et notamment pour les douleurs prémenstruelles ou le syndrome prémenstruel, ce n'est pas le premier traitement qui réussit. Il faut chercher. Il faut aller de manière graduée. Si bien qu'on arrive à la page 1, 2, 3, 4, où j'ai représenté, pour bien rappeler l'histoire des saisons, j'ai pris un exemple, l'exemple d'un arbre fruitier, donc le cerisier. Donc l'hiver, si vous allez toucher une branche de cerisier, vous n'avez pas de fleurs, vous n'avez pas de feuilles, vous avez des bourgeons bien gonflés. Pareil, quand vous faites une échographie fine avec un bon appareil, vous voyez, selon l'âge de la personne, un certain nombre de follicules qui va diminuer avec l'âge, mais c'est les follicules qui ont encore leur chance. Au printemps, l'un d'entre eux
plus rarement 2, exceptionnellement 3, se développent, c'est-à-dire qu'ils répondent à la FSH positivement, et ceux qui sont sélectionnés, c'est ceux qui sont capables de répondre le mieux à la FSH. Car un follicule, ça grossit sous l'effet de la FSH, et ça sécrète sous l'effet de la LH. C'est le follicule, la FSH va le faire grossir, et donc les cellules de la granulosa se développent et donc transforment les androgènes en estrogènes, et ces estrogènes passent dans le corps, dans tout le corps, parce que le follicule est entouré de cellules, et il n'y a pas besoin d'autre chose que la FSH pour faire des estrogènes, mais surtout parce que ça a fait grossir, développer la granulosa, mais cela prépare les récepteurs à la LH, ce qui fait que quand la LH apparaît, les récepteurs sont tout près, et donc la LH, comme son nom l'indique, c'est luteinizing hormone, c'est l'hormone qui lutéinise le follicule, c'est-à-dire qui fait transformer le follicule en corps jaune. LH, luteinizing hormone, ça transforme le follicule en corps jaune. Donc, au moment de l'ovulation, de manière un peu moins mécanique que cela vous a été enseigné, probablement, la LH est haute. On dit la LH est haute avant l'ovulation, mais ça peut être pendant l'ovulation, voire même juste après l'ovulation. Toujours est-il que cette LH, elle transforme le follicule en corps jaune. Le follicule se rompt. Quand il se rompt, les vaisseaux sanguins l'inondent. Cela accélère sa transformation. Donc le follicule se rompt, libère l'ovule. Les vaisseaux sanguins envahissent le follicule et le petit caillot de sang qu'il y a là. Et donc, d'une part, les cellules qui étaient là, la granulosa, c'est comme un commerce qui vendait que des vêtements, qui se met à vendre aussi des meubles, je ne sais pas quoi. Le follicule ne faisait que des estrogènes et il se met à faire aussi de la progestérone. Et c'est facile parce que pour faire des estrogènes, il faut passer par la progestérone. Donc, pour faire de la progestérone, il suffit de cesser la fin de la fabrication. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est une fabrication progressive. Et donc, en fait, pour faire de la progestérone, il suffit d'arrêter de la transformer en estrogène. Et donc, une partie de la fabrication s'arrête au niveau de la progestérone, l'autre continue estrogène, ce qui fait que le corps jaune va donner progestérone et estrogène. Cela donc va permettre donc de faire l'été du cycle, qui va donc permettre d'accueillir le petit enfant. On ne sait pas pourquoi le corps jaune dure 2 semaines environ. Donc, on ne sait pas pourquoi il dure en somme 10 à 16 jours. Pourquoi il continue, on ne sait pas encore très bien. Il a une sorte de durée de vie programmée. On ne sait pas bien pourquoi. Voilà. Et donc, je pense qu'on peut, à la page, j'aurais dû numéroter, 1, 2, 3, 4, 5, vous avez que les images de l'ovaire, mais c'est les mêmes qu'on a déjà vues avant. Et en dessous, vous avez ce que note une femme qui note simplement l'écoulement à la vulve. Elle a noté 4 jours de règles, c'est des petits carrés qui apparaissent en gris foncé, en fait en rouge. Puis elle a noté 4 jours gris clair, mais c'est en fait en vert, ça veut dire je suis sèche, je ne vois rien. Puis elle a noté 2, 4, 6 jours de rond, en fait c'est de la claire, fluide. Et le dernier, elle l'a marqué d'une petite croix, parce que le lendemain, elle est redevenue subitement sèche. Donc elle a dit, c'était donc mon signe sommet. Et ensuite, elle compte 1, 2, 3. Et elle sait que sa période fertile, ça a été du premier jour de glaire senti ou vu à la fin du 3e jour qui suit l'épisode de glaire. Car il faut bien ces 3 jours pour que le bouchon de glaire se reforme après l'arrêt de l'écoulement. Est-ce que vous comprenez ça? Dans la période, le printemps du cycle, ce sont ces 2, 4, 6, 8, 9 jours. Ça pourrait varier d'une femme à l'autre, d'un cycle à l'autre, ça varie en durée, mais c'est-à-dire tous ces jours de glaire qui s'écoulent, plus 3 jours.
Et il y a une méthode qui était diffusée aux États-Unis depuis 10-15 ans, qui s'appelle la Two-Day Method, par la Georgetown University, qui disent, eux, on est fertile tous les jours de glaire plus 2. Cependant, c'est pour donner une période fertile plus courte, parce que plus 3, c'est plus sûr. On est fertile toujours de glaire plus 3. La page d'après, vous voyez maintenant vous connaissez tout par cœur, hein, donc on peut aller assez vite. On voit en fait que ce que la femme note, c'est ce qui se passe au niveau de son col, ni plus ni moins. C'est-à-dire, page 4, le 3 temps numéro 4, c'est-à-dire, elle sait donc ce qui se passe dans son utérus. Une fois qu'on sait ce qui se passe au col, dans l'utérus et dans les ovaires, en fait. Hein. Et donc c'est ce que j'ai mis, je ne vous refais pas, parce qu'on l'a déjà fait. Hein. Ce qui fait que, si vous voulez, une femme sait, en fait, une fois qu'elle connaît ce petit truc, et vous, en tant que soignant, en fonction de ce qu'on voit au col ou ce que la femme nous dit voir à la vulve, on sait où en est la femme. Moi, je me rappelle d'une de mes patientes qui était très inquiète parce qu'il ne concevait pas, c'était un mariage un peu tardif, s'inquiétait, elle était impatiente. Or, vous savez que quand elle devait avoir, je sais pas, elle me paraissait âgée parce que moi j'étais jeune, mais donc, mettons qu'elle ait quoi, elle avait 38 ans par exemple. Hein. Donc c'était déjà les dernières années pour concevoir un petit enfant. Et je lui ai dit, écoutez, vous êtes à la bourre, vous avez 3 minutes. Ben, j'ai bien 3 minutes, docteur. Bon, allongez-vous, je vais vous faire un examen. J'ai pris mon spéculum, j'ai pris une pince, vous savez, une pince, je suis allé au col. Je lui ai montré une belle glaire fluidante. Je lui ai dit, là, vous savez, honnêtement, déjà, il y a au moins le col, il est super. Avec une glaire comme ça, les spermatos de votre mari, ils sont les bienvenus. Hein. Et 3 mois plus tard, elle a conçu un petit enfant. Donc, en fait, on n'est pas assez patient. Une personne comme elle, bon, on se comprend, hein, elle avait une personne de 38 ans, elle a à peu près 20% de chance de concevoir chaque cycle. C'est pas beaucoup. 20% de chance de concevoir par cycle, c'est pas énorme. Une personne de 30 ans, elle a plutôt 30% de chance de concevoir par cycle. Mais quand on dit 30% de chance, c'est qu'il y a des personnes qui ont presque 100% de chance et des personnes qui n'ont que 2-3% de chance. La moyenne est à 30. Mais d'une femme à l'autre, la probabilité de concevoir est de 1 à 5. Et d'un homme à l'autre, la probabilité qu'un petit enfant naisse d'une union va de 1 à 4. Ce qui fait que, regardez, si la femme, ça va de 1 à 5, et l'homme de 1 à 4, le couple, ça va de 1 à 20. Donc, il y a des gens qui attendent. Et il faut surtout accompagner. C'est pas... Il y a la... C'est sûr, si on explique un cycle en 28 jours, un machin truc chouette, tout le monde est anormal. Mais c'est pas vrai. C'est simplement qu'il y a une très grande diversité. Donc du coup, voilà. Du coup, si vous voulez, je vous propose d'aller à diversité des cycles. C'était pas voulu, hein, la transition. Mais ça fait une transition. Diversité des cycles. Hein. Et donc, on va regarder ces planches de diversité des cycles. Les cycles ne font 28 jours que dans le fantasme des gynécologues. Et comme je vous l'ai dit, quand on regarde des milliers de cycles, c'est environ 17% de cycles font 28 jours. Si 17% de cycles font 28 jours, il y a des cycles plus courts et des cycles plus longs. Ça, c'est fort. Hein. Et donc, vous allez avoir encore un petit 15% qui ont 27, un petit 15% qui ont 29, et puis après, ça serait parti. Donc, les cycles varient en durée. Donc, pourquoi les cycles varient-ils? Qu'est-ce qui varie? Quelle est la saison qui varie? Toutes les saisons varient, mais ce qui varie le moins, c'est l'été. Comme s'il y avait une sorte de protection pour que le petit puisse bien s'installer. C'est ce qui est le mieux réglé, c'est l'été, le plus stable. C'est ce qui varie le moins pour une même femme et d'une femme à l'autre.
c'est l'été du cycle, la période post-ovulatoire. Elle ne varie pas beaucoup. Ensuite, celle qui varie, c'est le printemps. Elle varie un peu plus que la période post-ovulatoire. Le printemps varie un peu plus que la période post-ovulatoire. Et ce qui varie énormément, c'est la latence. L'hiver. Donc, l'hiver varie beaucoup, le printemps varie moins, et l'été varie beaucoup moins. Donc, je vous ai mis tout d'abord latence de durée variable. Vous voyez, je vous ai mis les extrêmes. Le premier, c'est l'extrême, c'est que l'hiver est extrêmement court, au point que le mucus a commencé avant même la fin des règles. La femme n'a pas encore fini ses règles que le follicule est déjà identifié. Elle a déjà identifié le follicule qui répond bien à l'FSH et qui ira donc à l'ovulation. Et ça, c'est typiquement ce qui permet la conception de petits-enfants chez les femmes à l'approche de la ménopause. Moi-même, personnellement, mes parents se disaient, la première semaine et la dernière semaine, on ne peut pas concevoir un enfant. Ils avaient fini un petit peu, ils avaient 3 chambres, 3 enfants, tout était bien réglé. Ils se disaient, ça y est, on a la famille, tout, pof. Et ils savaient que, d'habitude, la première semaine pouvait s'unir, pas de petits, la dernière semaine, pas de petits. Oui, sauf que, à mesure que les années passent, qu'est-ce qui se passe? Les réserves de follicules diminuent et il n'y a pas besoin de tant de temps pour choisir le bon. Comme les réserves diminuent, l'inhibine, le taux d'inhibine diminue et la FSH monte. Ça booste tout le monde et la sélection se fait en 2-3 jours. Et donc des gens qui utilisaient un à peu près, comme ça, en s'unissant qu'au début et à la fin de cycle, ben, conçoivent le petit dernier. Hein, c'est sympa. Hein. Moi, je ne regrette pas. Hein. Mais disons que vous voyez comment ça se passe. Donc, les cycles courts sont plus fréquents quand l'âge avance. Ma femme, qui suit beaucoup de couples, m'a montré hier un cycle de 18 jours ovulatoire. Vous voyez ? Et on a eu des dosages hormonaux comme ça, tous les jours du cycle, avec échographie. On a eu 1 ou 2 cas de moins de 20 jours, comme ça, peut-être 3, 4, 5 cas de moins de 20 jours. Donc, un cycle bien court. Hein. Et à ce moment-là, ben, on peut concevoir dépendant les règles. Au contraire, le deuxième qu'on voit ici, c'est le cycle standard, avec un hiver qui dure une petite semaine, un printemps qui dure une grosse semaine et un été qui dure 2 semaines. Alors ça vous donne les 28 jours. Ça, c'est le cycle pour les livres de gynécologie. Et puis, le troisième, latence longue, un hiver très long. On ne sait jamais, peut-être cet hiver, il ne se fait pas, mais on aura peut-être de la glace au mois de juin, je ne sais rien. Donc l'hiver peut être très long. Et donc, eh bien, c'est la latence qui est très longue. Donc voilà les 3 extrêmes, si j'ose dire, enfin le milieu et les 2 extrêmes, d'un hiver plus ou moins long. Variant moins en durée, la période fertile, c'est la deuxième planche. Et vous voyez que je vous ai mis vraiment les extrêmes. Le cycle standard avec 6 à 8 jours de mucus. Le couple peut concevoir, ils ont de quoi accueillir, la femme accueille les spermatos pendant 6-8 jours. Le deuxième, une période de glaire beaucoup plus longue, 10 jours, 12 jours, voire 14 jours, on tombe presque dans la normale. Hein, c'est plutôt, 12 jours, c'est déjà long. Hein, c'est déjà long. Ou alors l'extrême inverse. La période fertile dure 1 journée, 2 jours ou seulement quelques heures. Et moi, je me rappelle d'un couple qui était venu nous voir. Ils n'arrivaient pas à concevoir depuis très longtemps. Et à force de discuter, on a repéré qu'il y avait un jour où la femme se sentait mouillée.
Et il disait, je vois rien, mais mon sous-vêtement est mouillé. Je dis, bon, c'est ce qu'il vous reste à faire. Et puis, 2-3 mois plus tard, et ils attendaient depuis des années, 2-3 mois plus tard, on sort de l'autoroute, on va pour payer. Le monsieur dit, pas possible, monsieur et madame Écochard, mais vous savez pas, vous nous avez reçus à la maison, le monsieur qui vous a payé l'autoroute. Ça y est, on a eu le petit, on a fait comme vous avez dit, on a eu le petit. Ils avaient conçu, en s'unissant, les quelques heures où madame accueillait les spermatos de monsieur. Donc ça, il faut rentrer quand la porte est ouverte. Il faut au moins mettre le pied dans l'entrebâillement pour ne pas se faire mettre dehors. Et exceptionnellement, il n'y a pas de jour de glaire. Et ça arrive plus fréquemment en préménopause. C'est-à-dire que le col s'assèche. De la même manière que, vous voyez, des gens comme moi qui ont la peau sèche au visage, eh bien, c'est venu avec l'âge, eh bien, de la même manière, on peut avoir les mains sèches ou le col sec. Malheureusement, parfois, c'est d'origine médicale. C'est que ça va mieux maintenant, mais on avait la mauvaise habitude de faire des conisations. Quand la femme souffrait d'ectropion, vous savez, c'est-à-dire un peu d'endocole qui vient sortir à l'exocole, il y avait des traitements trop violents. On enlevait un morceau comme ça, à force d'enlever d'endocole, il n'y a plus de glaire. Mais ça ne se fait plus depuis une vingtaine d'années. Et donc, voilà les types de périodes fertiles, plus ou moins longues. Après, page d'après, les latences simples ou complexes. Ça, c'est comme maintenant, vous voyez, là, il y a quelques jours, et si vous êtes d'accord avec moi, on aurait parié que le printemps allait démarrer. Il y avait tout ce qu'il fallait, les petits oiseaux, moi je suis Irénie, attendez, les petits oiseaux, ils sont hors là, ils se demandent ce qu'il faut faire, les oiseaux. Tout à l'heure, quand je descendais de mon bureau, là, il y avait oh là là, une mésange qui chantait, qui piaillait, mais elle se plante, là, il faut revenir dans 2 mois, c'est pas le moment, mais allez d'en savoir. Ben, là, c'est pareil, vous voyez, vous avez des essais d'ovulation qui n'aboutissent pas. Et donc, il faut attendre le prochain tour pour que ça aboutisse, la deuxième ligne. Et parfois, après l'essai, ben, il y a un saignement, comme c'est ici, parce que l'endomètre s'est développé, et quand il n'y a plus d'estrogène, ben, il saigne de privation. Voilà donc des latences simples ou complexes. Et ensuite, la page d'après, vous avez le problème des corps jaunes courts et des faux corps jaunes courts. C'est-à-dire que vous avez 3 cycles, vous voyez. Le premier, vous avez un bon corps jaune, mais une latence courte. Donc cycle court, mais le couple pouvait très bien concevoir un petit enfant. Le deuxième, vous avez le même longueur de cycle, mais c'est le corps jaune qui est court. Ce couple n'aurait pas pu concevoir. Le corps jaune fait 3 jours. Avec 3 jours, le petit n'a pas le temps d'aller s'installer dans l'utérus. Il arrive, c'est fini. Les affaires sont réglées, c'est les règles. Et le troisième, c'est un faux corps jaune court. C'est que la température décale trop tard. Et on ne sait pas encore pourquoi. Mais on le voit très bien hormonalement. On le voit très très bien hormonalement. Les hormones sont en retard. Une sorte de lutéinisation trop lente. Un corps jaune qui n'arrive pas... La lutéinisation se fait en retard. Sous-entendu, l'ovulation s'est bien faite. Il y a bien 12-14 jours entre l'ovulation et les règles, mais la première partie du corps jaune, il ne se fait pas, quoi, ce corps jaune. Il n'arrive pas à se faire. C'est la lutéinisation ralentie qui fait un pseudo-corps jaune court. Si on regarde que la température, on croit que le corps jaune est court. Le plateau de température est court, mais en fait, ce n'est pas le corps jaune qui est court, c'est simplement que la lutéinisation est retardée. Voilà. Vous êtes d'une patience angélique. Enfin, vous n'avez peut-être pas d'autre solution. Vous me subissez.